Bonjour Jean-Sylvestre Montgrenier. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Au sujet de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il existe une idée reçue qui vous semble discutable et pourquoi ? L'idée reçue, c'est, à mon sens, c'est que d'abord, elle aurait commencé en 2022. Il est bon et sain de rappeler que ça a commencé en 2014. Ça s'est un petit peu apaisé à partir de 2015, mais c'était ce qu'on appelait ou ce qu'on voulait appeler un conflit gelé. Il faut toujours conserver à l'esprit cette citation de Paul Valéry. Un conflit gelé, en fait, c'est une guerre suspendue. C'est à partir de là que je cite Paul Valéry. Et une guerre suspendue, c'est toujours une guerre reportée. Donc depuis février 2022, ce que l'on vit, c'est une guerre de haute intensité, une guerre full spectrum, comme on dit aux États-Unis. Donc le retour de grandes guerres interétatiques en Europe. On pensait que c'était quelque chose qui appartenait au passé et on s'aperçoit que c'est le présent et c'est notre futur. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'autre idée qui tend à s'imposer aujourd'hui, c'est que l'Ukraine aurait déjà presque perdu, serait en train de tirer à ses dernières balles, que le conflit est déjà joué. Il faudrait se dépêcher de signer une paix qui serait peut-être bâclée, mal assurée, mais soyons réalistes, les choses sont ainsi, et passons à autre chose. Un peu comme si on était devant un programme qui devient désagréable, on prend la télécommande, on change de chaîne. Bon, ça c'est particulièrement déplaisant, d'autant plus que si on regarde la situation, l'Ukraine non seulement est loin d'avoir démérité, d'une part, et puis d'autre part, elle n'a pas perdu cette guerre en l'état. C'est la Russie qui a déjà laissé beaucoup de plumes, si j'ose m'exprimer ainsi, et puis qui est très loin d'avoir rempli ses objectifs initiaux, ses buts de guerre initiaux. Jean-Sylvestre Montgrenier, le véritable début de la guerre russe en Ukraine, vous le rappelez, c'était février 2014 avec l'annexion de la Crimée, puis le soutien aux séparatistes pro-russes dans le Donbass. Le 24 février 2022, c'est une forme de relance de la guerre russe en Ukraine avec pour objectif de faire tomber la capitale et le président élu. Près de 3 ans après, quelle est la situation ? Alors, sur le plan territorial, l'Ukraine a récupéré une partie du territoire qui avait été perdu à partir de février 2022. Dans l'état des choses, l'armée russe doit occuper à peu près 18-20% du territoire, y compris parce qu'elle avait été occupée en 2014, donc la Crimée. Pour ma part, je ne parle pas d'annexion, je parle de rattachement manu militari, plus toute une partie du Donbass, ça devait être à peu près le tiers du Donbass en 2014. Et le phénomène séparatiste, au sens militaire du terme, il a été généré par la Russie. C'est pas quelque chose qui était déjà en cours avant qu'il y ait cette intervention russe. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés militairement de la Crimée, ils ont déclenché ce que l'on a appelé ensuite une guerre hybride au Donbass, qu'ils ont utilisé comme prétexte pour ensuite intervenir directement. Donc depuis, finalement, il y a un certain nombre de territoires supplémentaires qui ont été conquis à partir de février 2022, qui ont été en partie repris par la contre-offensive ukrainienne de l'été 2022. Et finalement, les choses n'ont pas tant bougé que ça. Alors c'est vrai qu'ils ont quand même réussi à conquérir une sorte de pont terrestre entre la mer d'Azov et la péninsule ukrainienne de Crimée. C'est pas négligeable sur le plan géostratégique, mais si on raisonne grosso modo, le fait est qu'on est toujours à peu près 20% du territoire, alors que, comme vous l'avez rappelé, l'objectif est et demeure, à mon sens, de s'emparer purement et simplement de l'Ukraine. Donc contrôler directement, militairement, politiquement, l'Ukraine orientale, et puis réduire l'Ukraine orientale à une sorte d'État moignon qui serait manipulable à volonté, donc une forme de contrôle indirect. Et donc on est très loin du compte. 80% du territoire ukrainien reste contrôlé par l'armée ukrainienne. Il y a toujours un gouvernement, un système politique, et on peut considérer que depuis février 2022, l'Ukraine a largement consolidé sa souveraineté, même si il lui manque 1/5 de son territoire. Et les relations entre les Ukrainiens et les Russes se sont considérablement dégradées, parce que avant 2014, les relations n'étaient pas ce qu'elles sont devenues. Imaginer aujourd'hui les Ukrainiens sous la coupe des Russes, c'est pas facile en fait.
Oui, c'est même inconcevable, hein, ça serait un régime d'occupation sans pitié, hein. C'est vrai que les relations étaient à peu près correctes, hein, jusque 2014, hein, même s'il y avait un certain nombre de tensions ici ou là, hein. Il faut bien conserver à l'esprit que la Russie avait signé le mémorandum de Budapest en 1994 et par là même, elle avait reconnu la souveraineté territoriale là, de l'Ukraine dans les limites hein, qui étaient celles de cette république autrefois soviétique. Enfin, république autrefois soviétique, hein, il est bon de rappeler que Staline, c'est un paradoxe historique, mais en 1945, avait imposé l'Ukraine et la Biélorussie comme membres fondateurs des Nations Unies. Alors son idée, bien sûr, c'était de disposer de plus de pouvoir, d'influence à l'intérieur du système des Nations Unies, mais enfin, bon, toujours est-il que l'Ukraine, comme la Biélorussie, il faudrait plutôt dire le Bélarus, sont historiquement pas fondateurs, au même titre que l'URSS des Nations Unies. Alors il y a cet accord, ce mémorandum de 1994, dont la Russie, paradoxalement, est l'une des puissances qui doit apporter des garanties de sécurité. Il y a le traité qui avait été signé en 1997, un traité d'amitié entre la Russie et l'Ukraine, par lequel la Russie renouvelait finalement ses garanties quant aux limites territoriales, quant aux frontières de l'Ukraine, et puis elle obtenait aussi une base, la base de Sébastopol, là, une location à long terme de la base de Sébastopol. Alors après, régulièrement, il y avait des accrochages à propos des questions de gaz, de transit du gaz à travers le territoire ukrainien, mais bon an, mal an, les relations restaient à peu près correctes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant cette période, en fait, la Russie a mené tout un travail de phagocytage, de noyautage de l'État ukrainien. Donc il y avait bel et bien un agenda caché, comme on dirait aujourd'hui, des objectifs qui n'étaient pas explicités par la partie russe, par le régime russe en l'occurrence, et ça explique qu'en 2014, en février 2014, les choses soient allées vite. On a vu un moment l'État ukrainien se décomposer, au moins en partie, toute une partie des services secrets, toute une partie des services de sécurité de l'armée se décomposer parce qu'il y avait ce travail de noyautage. C'est-à-dire que, en fait, c'est une constante du côté russe. Il y avait un refus d'accepter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, et il s'agissait de travailler sur la durée à ce phagocytage, à ce noyautage de l'État ukrainien. Ce n'est pas une sorte d'acte réflexe, comme certains pro-russes nous l'expliquaient en 2014. Finalement, Vladimir Poutine l'aurait presque fait sans véritablement le vouloir. Il aurait réagi pas de manière mécanique en lançant cette opération, et il aurait fallu lui tendre la main pour lui permettre de lui trouver une porte de sortie. Sans l'humilier. Voilà, donc il y avait beaucoup de complaisance. Beaucoup de complaisance à cette époque, mais en fait c'était quelque chose de constant pour Vladimir Poutine, pour les dirigeants russes. L'Ukraine, aussi bien en tant que nation qu'en tant qu'État, n'a pas de raison d'être, et l'objectif ultime, c'est annihiler l'Ukraine. Alors venons-en à l'analyse depuis 2022 de l'évolution des comportements de la France et de l'Union européenne au sujet de la guerre russe en Ukraine. Quelles ont été les bonnes et les mauvaises surprises ? La bonne surprise, ça a été que les pays européens ont fait front, mais bon, il faut quand même conserver à l'esprit que s'ils ont fait front, s'ils ont réussi à conserver quand même une certaine unité, une certaine cohésion et à prendre un certain nombre de décisions favorables, c'est parce qu'il y avait le leadership américain. Il faut toujours quand même conserver ça à l'esprit, l'importance des États-Unis, l'importance de l'OTAN, et à partir du moment où les États-Unis font un certain nombre de choix, ça facilite l'élaboration d'un consensus à l'intérieur de l'Union européenne, comme à l'intérieur de l'OTAN, puisque de toute façon, l'OTAN fonctionne au consensus. Donc la direction prise, elle a été la bonne. Finalement, la plupart des pays se sont mis au diapason, puis ceux qui prétendaient bloquer, pas comme la Hongrie et quelques autres, ils ont quand même jugé plus prudent de trouver un terrain de compromis avec les autres pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce qui a fait défaut, et là c'est pas spécifiquement européen, c'est également américain, c'est qu'il y a quand même toujours eu le souci de ménager la Russie. Finalement, on pourrait considérer que le président français Emmanuel Macron, en parlant de ne pas humilier la Russie, il disait tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Il y avait l'idée que quelque part c'était une forme de marchandage, c'était pas véritablement une guerre, c'est de la gestion de crise, et en modifiant petit à petit les choses, on devrait ramener Vladimir Poutine à la table de négociation, et donc il fallait faciliter
cette sortie du conflit. Et donc tout ceci, ça s'est traduit en termes de livraison d'armes par trop peu et trop tard. Et donc il y a un moment où l'armée ukrainienne avait repris l'initiative, nous en parlions tout à l'heure, c'était la contre-offensive été-automne 2022, et donc il y avait un élan, il y avait un momentum, mais malheureusement, il n'y avait pas suffisamment d'armes, aussi bien en quantité, pas que sur le plan qualitatif, et donc l'armée ukrainienne n'a pas pu exploiter les victoires qui étaient les siennes à ce moment-là. Il y a toujours cette volonté de ne pas véritablement faire la guerre à la Russie, ne serait-ce que de manière indirecte, alors que la Russie nous fait bel et bien une guerre, et il ne cesse de nous le dire. Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Jean-Sylvestre Mongrenier, 3 ans après la relance de la guerre russe en Ukraine, quelles sont, avec toute la prudence nécessaire, les perspectives du conflit ? À mon sens, c'est la perpétuation de la guerre. Il y a un certain nombre de raisons de fond, de facteurs fondamentaux qui vont dans ce sens-là. Alors c'est vrai que si on regarde les rhétoriques, si on regarde les objectifs affichés, il y a l'idée d'une possible paix négociée, au minimum un accord de cessez-le-feu qui permettrait de geler le conflit. Mais c'est quand même très largement une expectative de la part des États-Unis, de la part des Occidentaux en général. Ce n'est pas uniquement les États-Unis. Donc ça devient un peu un mot magique, la paix. Il suffit de le vouloir. Et puis on aura la paix, et puis il y a une sorte de culte de la personnalité de Donald Trump qui dépasse les États-Unis. On a véritablement l'impression que c'est un personnage tout-puissant qui pourrait faire la pluie et le beau temps sur le théâtre ukrainien. Il me semble que du côté russe, du côté de Vladimir Poutine, on ne voit pas les choses ainsi, avec l'appui de la Chine, avec l'appui d'un certain nombre d'autres pays, et ne se précipite pas pour fumer le calumet de la paix, avec l'idée que si jamais Donald Trump a changé d'avis, ça viendrait modifier de fond en comble le rapport des forces sur le terrain. Donc la négociation d'une paix me semble quand même très incertaine. Les conditions ne sont pas réunies, même pour geler le conflit, ne serait-ce que parce que Vladimir Poutine, les dirigeants russes n'ont pas renoncé à leurs objectifs de fond, leur but de guerre. Leur but de guerre, c'est de barrer la route de l'Ukraine vers un rapprochement de l'UE, que l'Ukraine leur échappe. Qui a un autre modèle. Oui, alors ça, je dirais que c'est le but négatif. Empêcher, et donc souvent on a mis l'accent là-dessus, si on n'avait pas ouvert la possibilité pour l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne, voire dans l'OTAN, la Russie serait restée dans ses frontières. Mais à mon sens, il y a des buts positifs. C'est pas uniquement empêcher l'Ukraine de faire ce qu'elle veut, c'est prendre l'Ukraine. À mon sens, c'est plus qu'un but de guerre, c'est leur vision du monde. Il s'agit de prendre l'Ukraine. Ils considèrent que c'est Russes, fondamentalement, que les Ukrainiens ne sont jamais que des petits Russes. Et puis au-delà, à quoi qu'on en dise, il y a la volonté de reconstituer une sorte d'URSS. Alors au sens géopolitique, l'URSS dans le communisme, ce qui fait que d'ailleurs ça pourrait être beaucoup plus efficace, puisque le communisme, ça a largement quand même handicapé l'URSS au sens d'enveloppe spatiale. Donc on trouve l'idée d'étranger commun. Et cette idée d'étranger commun, ce concept d'étranger commun, il a surgi très tôt. Il a surgi avant même qu'on envisage l'entrée de républiques autrefois soviétiques ou d'anciens pays du pacte de Varsovie dans l'Union européenne, dans l'OTAN. Le concept d'étranger commun, il apparaît dès 1992 à l'intérieur de la Douma et il est fait sien par le ministère russe des Affaires étrangères dès 1993. Donc au début des années 90, alors que du côté occidental, il n'est pas encore question d'élargir l'Union européenne et l'OTAN, il y a cette volonté de la part de la Russie de reprendre possession, de reprendre le contrôle par différents moyens, directs ou indirects, de ce qui était autrefois l'URSS. Et au-delà même, il y a des vues sur les pays d'Europe centrale et orientale. C'est d'ailleurs ce que stipulait le fameux, ou plutôt l'infâme mémorandum de Vladimir Poutine, quelques semaines avant le déclenchement du conflit. Non seulement il expliquait que les pays de l'Union européenne, de l'OTAN,
devaient cesser d'ouvrir leurs portes à différentes républiques autrefois soviétiques, mais il expliquait même que l'Union européenne et l'OTAN devaient revenir sur les limites qui étaient les leurs avant le Big Bang du milieu des années 2000, c'est-à-dire l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale. Donc il y a des vues au-delà même des Baltes, c'est d'anciennes républiques soviétiques, il y a des vues sur la Pologne, il y a des vues sur la Roumanie, sur l'ancienne Tchécoslovaquie, aujourd'hui la République tchèque d'un côté, la Slovaquie de l'autre. Donc il y a une volonté de prendre sa revanche sur l'issue de la guerre froide, l'idée que finalement tous les arrangements au sortir de la guerre froide n'auraient été qu'une sorte d'armistice, un peu comme la paix de Brest-Litovsk en mars 1918, une paix qui ne reflèterait pas qu'un rapport des forces temporaire, et dès que le rapport des forces a changé, ou alors on estime qu'il a changé, eh bien on revient en force. Ça c'est quand même au cœur de la vision du monde, non seulement de Vladimir Poutine, mais des classes dirigeantes russes, qui est quand même très largement issue de l'ancienne nomenclatura, et notamment tout ce qui est service de sécurité, ce qu'on appelle les siloviki, les hommes issus des structures de force. Et ça, ils ne veulent pas en démordre, d'une part, et puis d'autre part, ils semblent sincèrement véritablement croire que leur heure a sonné, que c'est un peu l'histoire du kairos chez les Grecs, c'est l'instant propice, le signe que les dieux adressent à la cité. Ils ont le sentiment que cette hégémonie occidentale, aujourd'hui avant tout incarnée par les États-Unis, elle a fait son temps. 5 siècles d'histoire se sont écoulés. Le monde basculerait vers l'Orient, les équilibres de puissance, de richesse basculeraient vers l'Asie, plus largement l'Orient. C'est-à-dire c'est un point de convergence avec les Chinois, et ils ont le sentiment qu'ils ont le vent dans les voiles, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose de chevillé au corps. Quid des relations entre la Russie et la Chine dans le contexte de la guerre russe en Ukraine? Autrement dit, est-ce que le rapport de force entre la Russie et la Chine évolue à l'avantage de la Russie, ou est-ce qu'au contraire, la Chine est en position de prendre plutôt l'ascendant sur la Russie, ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir? À mon sens, objectivement, ils ont l'ascendant, si on raisonne en termes macroéconomiques, macro-géopolitiques, on prend un certain nombre d'indicateurs démographiques, économiques, commerciaux, tout ce que l'on veut. Il est évident que, grosso modo, la Chine aujourd'hui pèse 10 fois plus que la Russie. Mais après, en mouvement, en dynamique, les choses se présentent pas tout à fait comme ça. La Chine a besoin de la Russie, dans la perspective d'un hypothétique conflit autour du détroit de Taïwan, en mer de Chine méridionale, ce qu'il faudra appeler la Méditerranée asiatique. Ils ont besoin d'un grand arrière géopolitique, stratégique, énergétique, c'est la Russie. Il y a des connexions étroites, et puis du côté des dirigeants chinois, il y a une certaine admiration, je pense, pour le culot de Vladimir Poutine, qui ose faire la guerre, ne serait-ce que de façon indirecte à l'Occident. Il y a quand même un certain prestige, une certaine force. Et puis ensuite, si on va au-delà des indicateurs macroéconomiques, on regarde un certain nombre de secteurs. C'est vrai que globalement, la Russie doit peser à peu près 2% du PIB mondial. Mais après, si on regarde à ce qu'elle représente sur le plan énergétique, pétro-gazier notamment, sur le plan minéral, sur le plan agricole, et on étend ça aux engrais, sur le plan du nucléaire civil, il y a quand même 4 ou 5 secteurs de force qui permettent à la Russie d'avoir un véritable poids sur la scène économique internationale qui va au-delà de son PIB. Le PIB global nous dit beaucoup de choses, mais nous dit pas tout. Donc la relation est moins déséquilibrée qu'on le pense, peut-être. C'est une sorte de dos à dos. Pour moi, c'est une alliance. Il ne faut pas avoir peur du mot. Les deux pays ont étroitement lié leur destinée dans une logique de dos à dos. Finalement, les griefs géopolitiques de la Russie, ils ne sont pas à l'Est, ils sont à l'Ouest, donc au détriment de l'Europe centrale et orientale, plus largement pas de l'Occident. Et les griefs géopolitiques de la Chine, eux, ils sont à l'Est. C'est Taïwan, c'est la mer de Chine méridionale, c'est l'Indo-Pacifique. Et donc les deux pays s'appuient réciproquement. Et ça va très loin. Sur le plan économique, s'il n'y avait pas cet appui de la Chine, l'économie russe serait dans un état pitoyable. Elle rencontre un certain nombre de difficultés, mais ce n'est pas encore la ruine. Mais ça va au-delà. Il y a tous les composants électroniques chinois qui rentrent dans la fabrication d'un certain nombre d'armements russes, ou alors iraniens, qui ensuite
ensuite sont qui sont exportés vers la Russie. Et puis, il y a un certain nombre d'informations qui restent à corroborer, selon lesquelles il y aurait même des usines de production de drones militaires dans le Xinjiang, donc dans la partie ouest de la Chine. Donc l'appui est beaucoup plus profond qu'on a bien voulu le croire jusqu'à ces dernières semaines, ces derniers mois. Il me semble qu'on commence quand même à réaliser la réalité de cette alliance, de cet axe sino-russe. Alors, à l'approche du 3e anniversaire, un peu sinistre, c'est le moins qu'on puisse dire, de la relance de la guerre russe en Ukraine, quels sont finalement les enseignements de la guerre en Ukraine? Qu'est-ce que nous avons appris et qu'est-ce que nous n'avons pas appris? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Il y a des enseignements, certainement sur le plan tactico-opérationnel, c'est pas véritablement mon cœur de métier, mais donc l'importance des drones, il y a beaucoup de choses certainement sur ce plan-là. Si je cherche un petit peu à globaliser la chose, je dirais d'abord que la masse, ça compte, mass matters. Il y avait cette idée selon laquelle finalement les guerres d'aujourd'hui et du futur, ça serait avant tout des conflits expéditionnaires avec des armées hyper technologiques, mais en nombre réduit. Et finalement, dans ces guerres menées outre-mer, rien d'essentiel, rien d'existentiel ne se jouerait pour les puissances occidentales. Là, on s'aperçoit qu'il y a une grande guerre qui exige de la masse, avec parfois des technologies plus frustres que celles qui sont disponibles sur étagère, mais c'est ça qui compte. Il faut produire de plus en plus d'obus. On sait que la Russie, malheureusement, doit produire à peu près 3 fois plus d'obus que tous les pays européens réunis. Et puis alors, sur un autre plan, c'est la perduration de l'hostilité. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu effacer. Je pense toujours à ce grand philosophe et sociologue alsacien, en fait, il était lorrain d'ailleurs, plutôt, Julien Freund, l'essence du politique, c'est sa thèse en 1965, et puis tout ce qu'il a pu écrire par ailleurs, notamment politique et impolitique, et donc c'est le caractère irréductible de l'hostilité, du conflit. C'est la donnée de base du politique, et à partir de là, il faut opérer la distinction ami-ennemi. Donc il y a la figure de l'ennemi. Cette idée selon laquelle ce n'est pas moi qui désigne l'ennemi, c'est l'ennemi qui me désigne comme tel. Et donc je peux protester de mes bonnes intentions, donner des gages, tenir de beaux discours. À partir du moment où vous avez un acteur géostratégique qui vous a désigné comme ennemi, vous êtes bel et bien dans une situation de conflit, d'hostilité. Et ça, c'est pour les Occidentaux, c'est un retour aux fondamentaux. En quelque sorte, il y avait cette idée selon laquelle l'hostilité, le phénomène de l'inimitié, pourrait être soluble dans le marché mondial, dans le droit, dans l'humanitaire, dans la morale. Or, ça n'est pas le cas. Il y a bien une essence du politique. Et vous pensez que les Européens l'ont bien compris? Non, pas encore. Je ne pense pas en profondeur. Au bout de 3 ans. En tout cas, quand on regarde l'opinion publique, quand on regarde les sujets de préoccupation des uns et des autres, dans les conversations quotidiennes, passer le temps de l'émotion, il y a quand même l'idée selon laquelle, malgré tout, c'est un théâtre un petit peu lointain. Poutine, en 3 ans, il n'a pas réussi à prendre Kiev, donc finalement, on a quand même le temps pour nous. Ça ne devrait pas se terminer par soi-même, en quelque sorte, sans qu'on ait un véritable effort à fournir. Et puis après, ce sont toutes les préoccupations du quotidien qui l'emportent quand même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque jusque dans des conversations amicales, avec cette idée selon laquelle finalement c'est une lointaine Europe de l'Est. Rien que l'expression d'Europe de l'Est est significative. Je passe mon temps à parler d'Europe centrale et orientale, mais c'est l'Europe de l'Est, un peu comme si c'était loin derrière un rideau de fer qui n'existe plus. Finalement, ça pourrait être géré de loin sans conséquences potentiellement catastrophiques pour l'Europe, plus largement l'Occident. Alors, pour suivre cette actualité, il y a un certain nombre de sources. J'ai annoncé dans votre présentation que vous êtes rédacteur au site deskrussie.eu. Vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors c'est une lettre qui est publiée pas toutes les 2 semaines. C'est Galia Kerman notamment, elle n'est pas la seule, mais je veux quand même la citer plus particulièrement, qui fait un remarquable travail de réunion des énergies, de coordination, et puis qui réalise les conditions qui permettent de publier cette lettre de façon régulière. Il y a Françoise Thom, qui est une des toutes premières à avoir alerté sur le danger que Poutine représentait, le régime russe. Il y a tout un ensemble
ensemble de bonne volonté, de gens qui écrivent dans cette lettre qui permet de suivre de façon détaillée et continue toutes les affaires russes et plus largement toute l'ancienne sphère soviétique. Merci Jean-Sylvestre de Montgrenier. Un grand merci également à notre réalisateur Cédric Cobat. Planisphère recevait Jean-Sylvestre Montgrenier, docteur en géographie, spécialité géopolitique, directeur de recherche à l'Institut Thomas More et collaborateur de deskrussie.eu. Il a signé récemment avec François Stomm un Que sais-je intitulé Géopolitique de la Russie qui s'impose sur d'autres sujets. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.